marge de la première consultation AES-Russie, les ministres en charge des affaires étrangères des pays de l'AES ont rencontré la diaspora confédérale avec qui ils ont partagé les conclusions de leur visite. Les communautés des pays de l'AES ont été informées sur les enjeux socio-économiques et géopolitiques du moment. Nous ferons le point avec nos envoyés spéciaux Bourama Traoré et Sidiki Balo. Dans cette édition, nous parlerons de la gastronomie dans les pays de l'AES, le kilichi ou viande séchée du Niger, le poulet soumbala du Burkina Faso ou le nyenyenkini du Mali. Les trois pays partagent plus qu'un espace. Le Mali, le Niger et le Burkina conjuguent désormais leurs efforts pour valoriser le patrimoine culinaire. Le monde célèbre ce 4 avril la journée internationale de sensibilisation aux mines et d'assistance à la lutte anti-mines. Le but, attirer l'attention de la population sur les dangers des mines et des munitions non explosées. Au Mali, en 2024, plus d'une centaine de populations civiles ont perdu la vie suite à l'explosion des mines. Une journée porte ouverte a été organisée ce matin au secrétariat permanent de la lutte contre la prolifération des armes légères. Le premier Grand Prix cycliste de l'ERTM sera couru le dimanche 6 avril sur une distance de plus de 130 000 km. Cette initiative participe à la vulgarisation de la discipline au Mali et dans les autres pays de l'AES. Les cyclistes du Niger et du Burkina sont arrivés cet après-midi à Bamako pour la compétition. Voilà les titres de votre journal de 20h. Bonsoir et très heureuse de vous retrouver. Tradition respectée à Koulouba, le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire ce vendredi 4 avril 2025 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Alors, la lecture du communiqué avec Mamadou Kone incessamment dans cette édition. Et ce qui donne à la page AES. Je vous le disais, fin de la visite des ministres en charge des affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel à Moscou. Avant de quitter la capitale fédérale, ils ont échangé ce matin avec la diaspora confédérale pour partager les conclusions de leur visite. Par la même occasion, informer et sensibiliser les ressortissants de l'espace sur les enjeux socio-économiques et géopolitiques du Mali. Les interlocuteurs des chefs des diplomaties ont apprécié l'initiative et s'engagent à s'impliquer davantage dans le processus d'intégration en cours. Le récit de nos envoyés spéciaux à Moscou, Bourama Traoré et Sidiki Balo. Dans la maison du Mali, c'est une première. Les ministres en charge des affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel à la rencontre des ressortissants de l'espace à Moscou pour une séance d'information et de sensibilisation. Ok, asseyons-nous. Bonjour à tous. Bouquet final d'un séjour qui aura comblé les attentes. Face à la diaspora confédérale, les chefs des diplomaties expliquent les nouveaux partenariats stratégiques désormais scellés avec Moscou, une nouvelle dynamique à laquelle chacun doit apporter son soutien et même plus. On veut, à travers ce passage ici aussi, montrer que nous avons des politiques étrangères qui sont autonomes, qui ne sont guidées que par les intérêts de nos pays. Et partout où l'intérêt de nos pays va exiger que nous allions, nous irons. Et nous n'avons pas besoin de demander la permission de quelqu'un. La seule voix qui compte doit être celle de nos populations. Nous sommes aujourd'hui une confédération et chaque pas que nous posons, normalement, doit rayonner aussi à l'international. Et vous êtes, pour nous, des vecteurs de rayonnement. Et en cela, je voudrais déjà saluer le travail qui est fait par nos ambassadeurs qui sont ici. À 3, ils se retrouvent déjà. Et je crois que c'est une très bonne chose. Je vous invite à garder ce lien avec les représentants des chefs d'État qui sont ici, à garder ce lien entre vous, partout où vous êtes, et à chaque fois que vous avez l'occasion, que vous puissiez exprimer cette identité confédérale. Exprimer l'identité confédérale,
mais aussi apporter l'expertise nécessaire pour la mise en valeur des ressources de l'espace et enfin attirer les investisseurs. Donc, sachez que le pays compte sur vous, non seulement pour amener votre expertise, pour amener vos ressources, investir au pays et pour attirer les investisseurs. Parce qu'aujourd'hui, nos pays sont des pays où le tissu économique, industriel est vierge. Et vous ne pouvez attirer les investisseurs que quand vous donnez une bonne image. Si vous n'inspirez pas confiance à quelqu'un, il n'aura pas confiance à votre pays. Donc nous, notre rôle, c'est de nous battre pour que la sécurité revienne. Et Inch'Allah, on va le faire. L'insécurité sera un mauvais souvenir d'ici très peu. Grâce aux efforts en cours, car sans la sécurité, les investissements deviennent impossibles à réaliser. Mais à l'AES, on se veut surtout réaliste. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Quelle que soit l'importance d'un partenaire, je pense que lui, il ne va pas défendre notre intérêt. Chacun dans ce monde-là cherche son intérêt. On peut avoir des principes, des visions qui sont communes, mais chacun va chercher à défendre son intérêt. Et mettez-vous dans la tête que les relations internationales, d'ailleurs l'évolution de la géopolitique actuelle nous montre que les relations internationales ne sont pas bâties sur le droit, mais sur les rapports de force, sinon je vais dire même sur la force, et souvent la force brutale. Et vous voyez comment les pays sont en train de se comporter aujourd'hui à travers le monde. Donc tout ce que l'AES aura, ça sera un combat de haute lutte. Personne ne va nous donner cadeau. Donc il faut que nous-mêmes, nous puissions nous faire respecter. Et on sera respecté seulement en fonction de ce que nous ferons pour assurer notre sécurité, pour pouvoir transformer nos matières premières, pour pouvoir être des acteurs économiques qui comptent sur la scène internationale. Des éclaircissements, mais aussi des mises au point qui semblent être compris par la diaspora confédérale. En retour, elle dit être aux côtés des autorités pour la réussite de ce processus d'intégration. Je retiens de cette rencontre un message de sensibilisation, un message d'union et un message de cohésion entre les différents États de l'AES. Les ministres nous exhortent à être des représentants de l'AES en Fédération de Russie. Le message qu'on nous a laissé aujourd'hui, c'est la solidarité entre les trois pays, que nous devrons prendre ça comme bagage pour développer ça. Parce que la Russie de l'AES est aussi dépendante de la diaspora de l'AES. Nous tenons à remercier vraiment les trois chefs d'État de l'AES pour les efforts qu'ils sont en train de faire pour notre souveraineté. Cette rencontre, c'est une opportunité pour nous d'échanger avec eux directement. Cette rencontre confédérale s'achève sur un engagement commun, celui d'œuvrer ensemble pour réaliser la souveraineté pleine et entière des États du Sahel. Et la création de la Confédération des États du Sahel est un témoignage du deuxième rêve africain, selon le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Sergei Lavrov s'exprimait hier à l'issue de la rencontre avec ses homologues du Sahel. De son côté, pour le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop, plus qu'un partenaire, la Russie est un allié sincère et constant. Je vous propose de les écouter au micro de nos envoyés spéciaux à Moscou, Bourama Traoré et Sidiki Balo. Nous considérons la création de la Confédération en tant que la volonté de trois pays de la région du Sahel de bâtir la nouvelle architecture de la sécurité régionale et en général mener la politique extérieure indépendante sur la base de leur propre potentiel et les intérêts nationaux. L'Alliance des États du Sahel est un témoignage du deuxième réveil de l'Afrique. Les aspirations des Africains de jouer un rôle actif, indépendant dans les affaires internationales et se débarrasser des restes de la dépendance coloniale. De ma part, j'ai souligné que nous allons soutenir le renforcement des positions du continent et aider dans le monde multipolaire qui est en train d'être formé, ou pour le continent africain et les structures d'intégration en Afrique, il faut assurer une place digne. Nous avons constaté avec satisfaction la volonté mutuelle à renforcer notre partenariat qui se base sur la confiance et le respect mutuel et
le profit mutuel. De ma part, j'ai constaté la volonté de la Russie d'aider la Confédération sur tous les trois volets prioritaires de son activité, la défense et la sécurité, deuxièmement l'économie, et troisièmement la diplomatie. Nous aidons aux pays de l'Alliance des États du Sahel dans d'autres domaines. Nous livrons de manière régulière les produits agricoles, les engrais, les vecteurs d'énergie et d'autres produits critiques. C'est plus qu'un partenaire. La Russie est aujourd'hui un allié sincère, mais un allié constant qui a toujours été aux côtés de nos pays depuis leurs indépendances respectives. Mais aussi, notre présence aujourd'hui aussi à Moscou, c'est le témoignage du fait que la Russie a été le premier pays à reconnaître la Confédération des États du Sahel presque une semaine après sa création. Nous avons été aussi heureux d'accueillir dans notre région une visite de 3 pays par le vice-ministre russe des Affaires étrangères, qui a été aussi un moment extrêmement important d'engager un dialogue politique sur des questions de sécurité comme sur les questions de développement. Pour nos pays, son Excellence le Président Traoré du Burkina Faso, comme le général d'armée Abdourahmane Tchani de la République du Niger, comme le général d'armée Assimi Goïta du Mali, en conjonction avec son Excellence le Président Vladimir Poutine, mettent aujourd'hui l'intérêt de leur population au cœur de leurs actions. Et dans ce cadre, nous avons une convergence de vues, comme le ministre Lavrov l'a indiqué, sur toutes les grandes questions de sécurité, de paix et les questions politiques internationales, mais aussi nous avons une lecture commune de la lutte contre le terrorisme, l'insécurité dans notre espace, terrorisme qui est d'ailleurs soutenu par des sponsors étatiques étrangers, y compris des acteurs régionaux, des acteurs de notre espace qui continuent à servir de base arrière et à soutenir le terrorisme, ce qu'il faut combattre, y compris l'Ukraine qui a à vos portes ici, que nous considérons comme un État terroriste tout simplement. Et ce communiqué, l'Alliance pour la refondation du Mali, AREMA, se réjouit de la tenue de la première session ordinaire des consultations entre la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES, et la Fédération de la Russie à travers les ministres des Affaires étrangères et de coopération internationale. L'AREMA félicite les plus hautes autorités de l'AES pour ce pas de géant qui marque le début du rayonnement de l'AES dans le concert des grandes nations. L'AREMA félicite et encourage les plus hautes autorités de la Fédération de Russie, notamment le président, son Excellence Vladimir Poutine, pour sa disponibilité, sa constance et la sincérité qui caractérisent les relations avec l'AES. Enfin, l'AREMA félicite leur Excellence capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition du Mali, le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République du Niger, pour cette avancée. À présent, intéressons-nous à la gastronomie dans les pays de l'AES. Vous connaissez certainement le kilichi ou viande séchée du Niger, le poulet soumbala du Burkina Faso ou le nyayankini du Mali. C'est pour tout simplement vous dire que le Mali, le Niger et le Burkina Faso partagent plus qu'un espace. Les 3 pays conjuguent désormais leurs efforts pour valoriser leur patrimoine culinaire afin de faire de celui-ci un vecteur de développement durable dans l'espace AES. La gastronomie dans l'espace AES, une réalisation de Barakissa Ouattara et de Souleymane Diabaté. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ne partagent pas qu'un seul espace. Ils partagent également les mêmes valeurs, les mêmes cultures et parfois la même gastronomie. Si l'étau, par exemple, est un patrimoine culinaire du Mali, il est tout autant consommé quotidiennement au Burkina Faso, comme une multitude d'autres plats d'ailleurs et vice-versa. Ici, à Bamako, les restaurants Farafina Fast Food représentent le temple de la cuisine malienne en particulier et africaine en général. Le tout, le couscous de mil qu'on appelle bachi chez nous, on prépare du laro. Il y a le plat du nord qu'on appelle le widjila.
On fait du niankini et 3F aussi a une spécialité, c'est le zamé au poisson fumé qu'on appelle la djigaoussou zamé. Pour le Niger, on n'a pas encore de menu nigérien à 3F, mais bon, je fais aussi de la viande séchée qu'on nomme chez eux le kilichi. Donc, c'est des amuse-bouches que 3F propose également à sa clientèle. Pour le Burkina Faso, bien évidemment, le poulet au Soumbala est devenu quelque chose qu'on apprécie particulièrement au Mali. Et oui, quand on parle du poulet Soumbala au Mali, l'allusion est directement faite au Burkina Faso. Dans ce restaurant burkinabé à la CI2000, on trouve une panoplie de plats du pays qui reflètent d'ailleurs ceux du Mali. Nous, on fait le poulet au Soumbala, riz au Soumbala, au pentax. On fait le thau, souvent on fait avec sauce oseille, et parfois sauce gombo. Tout ce que nous-mêmes on cultive dans notre pays, c'est ce que nous consommons. Le klichi ou viande séchée ne se fait plus raconter au Mali. Il fait partie des plats les plus emblématiques de la cuisine nigérienne. Même si on constate une légère différence entre la cuisine nigérienne et celle des pays frères de l'AES, les éléments de base restent les mêmes. Les plats les plus célèbres du Niger sont le riz mélangé à du haricot, le thau, ainsi qu'une sauce faite à base de moringa. Ce dernier plat est consommé même au palais présidentiel. Ces plats, je les fais ici chez moi et les Maliens en raffolent. 3 pays qui, avec comme devise un espace, un peuple, un destin, nourrissent une même vision, celle de faire de la gastronomie un vecteur de lien social et de développement durable dans l'espace AIS. C'est de là qu'est né d'ailleurs le FIGIC, Festival international de la gastronomie et de l'identité culturelle, qui s'est tenu au Burkina Faso en janvier 2025. Le Festival international de la gastronomie et de l'identité culturelle des États de l'AES est né de la conjugaison de visions croisées de 3 cadres de festival. Le Festival international de la cuisine africaine de Bamako, le Festival des grillades de Niamey, le Festival international de la gastronomie de Ouagadougou, Figo. Expression du leadership féminin au profit du développement de l'art culinaire, l'initiative du FIGIC est de 3 dames qui ont comme vision commune la valorisation du patrimoine culinaire sahélien et la reconnaissance internationale de la gastronomie des pays de l'AES. FIGIC a été pratiquement organisé sur 2 angles techniques, dont la priorité a été donnée à un concours culinaire. Donc le deuxième angle, c'est les passages de messages à travers les sensibilisations, les encadrements pour revenir à nos identités culturelles. Ce concours culinaire avait comme objectif de recenser les plats primés des 3 pays et de faire la promotion et la valorisation de ces menus afin que ces menus soient beaucoup plus consommés par nos peuples. Si l'art culinaire n'a plus de secret pour Madame Traoré, elle compte en faire profiter au monde entier. C'est pourquoi elle compte lancer en mai 2025 la 3e édition du FICAB, Festival international de la cuisine africaine de Bamako. À travers ce projet, elle entend contribuer au développement de la culture, de l'art culinaire, du tourisme pour le développement et le partage avec la chaîne de valeur de la transformation alimentaire du champ à l'assiette. Voilà, le poulet Soumbala. L'actualité au Niger, c'est la visite d'une délégation composée de membres de gouvernement à Doha au Qatar. Cette visite fait suite à celle effectuée par la délégation qatari à Niamey. Les 2 pays entendent ainsi insuffler une nouvelle dynamique dans leur coopération, suivant le compte-rendu de Ousmane El Ibrahim. L'axe de coopération Doha-Niamey se porte bien. L'émir de Qatar, son Altesse Tamim Ben Hamad Al Thani, a envoyé son émissaire Dr Mohamed bin Abdelaziz Al Khulaif, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères à Niamey, le 25 février 2025 pour une visite d'amitié et de travail à la tête d'une forte délégation. Au cours de son séjour au Niger,
La délégation qatari a été reçue en audience par le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdrahmane Chani, à l'époque président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État. Faisant suite à cette visite de haut niveau, son Excellence, le général d'armée Abdrahmane Chani, président de la République, chef de l'État, a envoyé à son tour une mission à Doha, au Qatar, pour une visite de travail et d'amitié afin de resserrer davantage les liens de coopération entre le Niger et le Qatar. Une mission conduite par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général de brigade Mohamed Toumba, qui accompagne le ministre directeur de cabinet Dr Soumana Boubacar du 21 au 25 mars 2025. À l'issue de cette visite, une convention dont l'objet porte sur l'acquisition de groupes électrogènes d'une capacité de 30 MW en faveur du Niger a été signée entre le Niger et le Fonds qatari pour le développement. Son Excellence, le général d'armée Abdrahmane Chani, président de la République, chef de l'État du Niger, et son Altesse Tamim Ben Hamad Al Thani, l'émir de Qatar, entendent poursuivre cette coopération fructueuse au bénéfice de leurs peuples respectifs. La 5e région militaire a désormais un nouveau commandant. Nous sommes au Burkina Faso. Le colonel Zos Ten Idrissa Koulibaly a pris le bâton de commandement devant les officiers, sous-officiers, militaires de rang et personnel civil. La cérémonie officielle de passation de commandement a eu lieu hier, jeudi 3 avril 2025, à Dédougou, en présence du chef d'état-major de l'armée de terre et des autorités administratives, coutumières et religieuses de la boucle du Nouhoum. Le reportage de nos confrères de la RTB, Yves Rwamba, Edouard Ouedraogo et Christophe Traoré. Le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Ahmed Herman Rwamba, remet officiellement le drapeau au lieutenant-colonel Sosten Idrissa Koulibaly. Il remplace ainsi le lieutenant-colonel Jean-Marie Siriouma à la tête de la 5e région militaire. Habitué et fin connaisseur de la région de la boucle du Mouhoun, le nouveau commandant prend l'engagement de continuer l'œuvre de son prédécesseur dans la sécurisation de cette partie du Burkina Faso. Je prends l'engagement de m'investir pleinement dans la montée en puissance de cette région militaire, dans le respect strict des exigences du commandement et avec un sens élevé du devoir et du service. Afin de raffermir le lien entre l'armée et la nation, le chef d'état-major de l'armée de terre appelle le nouveau commandant à travailler en étroite collaboration avec les autres corps d'armes ainsi que la population de la région. Il va falloir qu'il puisse renforcer la cohésion entre les forces combattantes. Cette lutte, c'est une lutte holistique. Nous aurons besoin de la contribution de tous. Il va falloir que le nouveau commandant de région travaille à renforcer la cohésion avec les forces vives de la nation. La zone de responsabilité de la 5e région militaire couvre la région administrative de la boucle du Mouhoun. Il couvre 3 corps, à savoir le 51e régiment d'infanterie commando basé à Dédougou, le 52e régiment d'infanterie commando basé à Tougan et le 53e régiment d'infanterie commando basé à Nouna. Et je vous le disais tantôt, le Conseil des ministres s'est réuni à Koulouba sous la présidence du général d'armée Assimi Goïta. Mamadou Kone vient de nous rejoindre. Bonsoir. Bonsoir Awama, mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires sur le rapport du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant création de charges d'huissier commissaire de justice. Au sens de la loi numéro 2016-053 du 20 décembre 2016 portant statut des huissiers commissaires de justice, les huissiers commissaires de justice sont des officiers publics et ministériels qui assurent le service public de la signification et de l'exécution. Ils sont seuls à avoir la qualité pour signifier
les actes et les exploits, faire des notifications prescrites par les lois et les règlements lorsque le mode notification n'a pas été précisé et procéder à l'exécution des décisions de justice, des actes juridictionnels ainsi que des actes ou titres en forme exécutoire. Ils sont également chargés de procéder, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, à l'estimation et à la vente publique aux enchères des meubles et effets mobiliers corporels. Les fonctions d'huissier commissaire de justice sont assurées dans les juridictions où il n'a pas été créé de charge d'huissier commissaire de justice par des greffiers en chef qui prennent le titre de greffier huissier commissaire de justice. Le statut de huissier commissaire de justice prévoit qu'il peut être institué dans le ressort de chaque cour d'appel au moins une charge d'huissier commissaire de justice. Le projet de décret adopté institue 75 charges d'huissier commissaire de justice, dont 40 auprès de la cour d'appel de Bamako, 9 auprès de la cour d'appel de Caille et 26 auprès de la cour d'appel de Mopti. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement www.sgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications, 1. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali au dialogue interactif sur la situation des droits de l'homme au Mali. Le dialogue interactif sur la situation des droits de l'homme au Mali, tenu le 28 mars 2025 à Genève, a été le cadre d'échange sur le rapport de l'expert indépendant sur la situation des droits de l'homme au Mali pour la période du 4 avril au 30 novembre 2024. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a regretté le contenu du rapport de l'expert indépendant, essentiellement à charge et basé sur des informations non recoupées, ne faisant mention ni des avancées réalisées par le Mali, encore moins des propositions de mesures d'assistance. Il a également rappelé la riche et prestigieuse histoire du Mali, qui est un véritable précurseur en matière de respect des droits de l'homme avec la charte de Kourou-Kamfouga de 1236. Tout en réaffirmant que le Mali continuera à respecter ses engagements internationaux, à veiller au respect des droits de l'homme et à coopérer avec tous les mécanismes des droits de l'homme dans le strict respect de sa souveraineté et de ses intérêts vitaux, le ministre a dénoncé la politisation et l'instrumentalisation de ces questions. Dans leurs interventions, les représentants des États et des différentes organisations ont pour la plupart reconnu les efforts de notre pays tout en l'encourageant à améliorer la prise en charge de certaines questions et en invitant la communauté internationale à l'accompagner. La participation du Mali à cette session a permis de déconstruire beaucoup de contre-vérités sur notre pays et d'affirmer notre vision de la question des droits de l'homme et du rôle des différents mécanismes de promotion et de protection des droits de l'homme. 2. Le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social a informé le Conseil des ministres du processus d'organisation des concours directs de recrutement dans la fonction publique de l'État, exercice 2024. Les concours directs de recrutement dans la fonction publique de l'État au titre de l'exercice budgétaire 2024 ont été ouverts par communiqué le 17 janvier 2025. Au total, 57 910 candidats compétiront dans les différents corps de la fonction publique pour 773 postes à pourvoir. Le lancement de la première épreuve technique dans les corps de l'agriculture et du génie rural aura lieu au lycée Askia Mohamed de Bamako le 5 avril 2025 et les concours se poursuivront à Bamako et dans les 6 centres de l'intérieur jusqu'au 26 avril 2025. 3. Le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à la 3e édition du Sommet mondial du numérique à Washington, États-Unis d'Amérique. La 3e édition du Sommet mondial du numérique, tenue du 17 au 20 mars 2025 au siège de la Banque mondiale, était placée sous le thème « Le numérique pour tous ». L'événement, qui a été une opportunité d'échange entre les pays, la Banque et ses partenaires, a enregistré la participation de plusieurs ministres africains chargés du numérique,
notamment ceux de la Confédération des États du Sahel, du Bénin, du Togo, du Nigeria, de la Sierra Leone, du Burundi, du Tchad, de la Gambie, de la République du Congo et de la Guinée. À la suite des discussions, il est ressorti la nécessité de mettre en place un mécanisme de coordination entre les pays, d'harmoniser le cadre réglementaire, de créer les redondances et encourager le partage et le développement des infrastructures régionales et data centers régionaux. B. De l'organisation d'une course cycliste dénommée Grand Prix cycliste de l'ORTM le 6 avril 2025. Dans le cadre du renforcement des liens fraternels et sociaux des populations de la Confédération des États du Sahel, l'Office de radio et télévision du Mali et la Fédération malienne de cyclisme organisent une course cycliste dénommée Grand Prix cycliste de l'ORTM. Cet événement regroupera 136 cyclistes, dont 100 cyclistes du Mali, 30 du Burkina Faso et 6 du Niger, sur un parcours de 130 km 200. 4. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a informé le Conseil des ministres de la mise en œuvre des initiatives locales pour la promotion du patrimoine culturel. Les initiatives locales pour la promotion du patrimoine culturel qui s'inscrivent dans le cadre du projet Culture Mali 2025 permettront de contribuer à la promotion de l'image de marque du Mali à travers des identités, potentialités et culturelles fortes de ces territoires. 5. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche a informé le Conseil des ministres des résultats de la 17e édition de l'opération de vente promotionnelle de bovins à l'occasion de la fête du Ramadan 2025. La vente promotionnelle de bovins à l'occasion de la fête du Ramadan, tenue du 20 au 28 mars 2025, avait pour but de fournir des bovins de boucherie de bonne qualité aux populations du district de Bamako et des capitales régionales. Cette 17e édition, placée sous le signe d'un accès inclusif à la viande bovine pour la fête du Ramadan, a connu un franc succès auprès des populations des villes concernées. Pour un objectif global de 4 180 têtes de bovins, il a été présenté à la vente 4 283 têtes, soit 102,46%, sur lesquelles 4 155 têtes ont été vendues. 6. Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral, a informé le Conseil des ministres des résultats de la consultation des partis politiques et des organisations de la société civile pour la relecture de la charte des partis politiques. Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral, a adressé des lettres individuelles aux partis politiques et aux organisations de la société civile en vue de la relecture de la loi numéro 05-047 du 18 août 2005 portant charte des partis politiques. À l'issue de ces consultations, les propositions portent essentiellement sur la réduction du nombre de partis politiques en appliquant des conditions restrictives de création et de financement, la prise en compte des statuts de l'opposition et de son chef de file dans la charte des partis politiques, l'interdiction du nomadisme politique en cours de mandat. La prochaine étape du processus de relecture de la charte des partis politiques consiste à soumettre les propositions des partis politiques à l'appréciation des forces vives de la nation dans toutes les régions, dans le district de Bamako, ainsi que dans les ambassades et consulats du Mali. 7. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée par une diminution du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Voilà, Awama, ce qu'il fallait retenir du communiqué du Conseil des ministres de ce vendredi. Merci bien, Mamadou Koné, pour toutes ces précisions. Et cet autre communiqué, le président du Conseil national de transition, honorable Malik Diaw, informe les membres du CNT que la session ordinaire d'avril de l'année 2025 débutera le lundi 7 avril.
La cérémonie solennelle d'ouverture de la dite session aura lieu le même jour à partir de 16h dans la salle Djelibaba Sissoko du Centre international de conférence de Bamako, CICB, mise en place terminée à 15h30. Dans le cadre des mesures de prévention contre le Covid-19, l'accès à la salle est limité aux seules personnes autorisées et le port du masque est vivement recommandé. Cet événement sera retransmis en direct sur les antennes de l'ERTM et de la radio du Parlement, la 89.4 FM. Le président du Conseil national de transition s'est compté sur la bonne compréhension de tous. En cette période de canicule où le thermomètre affiche plus de 42 degrés, offrir de l'eau potable à ses compatriotes est un acte salutaire et inoubliable. Le président de la transition, dans le cadre de ses œuvres sociales, a doté le lycée Askia Mohamed et les populations de Koulouba, Sékou Bougouni de forages. Les 410e et 411e forages ont été inaugurés ce matin en présence de notre reporter Tchem Rokounati. Le lycée Askia, l'un des premiers établissements secondaires de Bamako, disposait jusqu'à ce jour d'une source d'approvisionnement peu satisfaisante en eau potable. Une triste réalité qui appartient désormais au passé grâce au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. L'établissement abrite les 410e forages issus de ses œuvres sociales. Et c'est le conseiller spécial Agibou Damele qui apporte la bonne nouvelle. Monsieur le Président, par ce geste, vous démontrez encore une fois votre attachement à l'éducation et au bien-être de la jeunesse, qui représente l'avenir de notre nation. L'accès à l'eau potable est un besoin fondamental et cette borne fontaine vient répondre à une préoccupation essentielle pour notre lycée. Pour exprimer leur joie et leur gratitude au président de la transition, 2 élèves ont déclamé un poème dédié à ce liquide précieux qu'est l'eau potable. Grâce à vous, Excellence, notre lycée expire une nouvelle essence. Avant, on marchait, on cherchait, on peinait, bidon à la main, soif au cœur. On attendait, mais ce temps est révolu. Vive l'éducation, vive le Mali fort, unis en action, vive le nation. D'une inauguration à une autre, celle du 411e forage. Celui-ci est offert aux habitants de Koulouba Sékou Bougouni dans le but d'atteindre la corvée d'eau des bénéficiaires, notamment les femmes. Une population peut survivre sans route, elle peut survivre sans électricité, mais elle ne peut survivre sans eau. Merci pour cette œuvre sociale, à la fois salutaire et salvatrice. Le président de la transition a décidé pour lui de construire le Mali avec tout le monde. Tout le monde doit jouer sa partition et tout le monde a sa place. Maintenant, il est demandé aux élèves d'étudier pour construire le Mali de demain, parce qu'on compte sur eux, c'est eux nos bâtisseurs. Nos bâtisseurs de demain, le président de la transition compte énormément sur eux. L'eau, c'est pour qu'ils puissent étudier dans les meilleures conditions. Et demander au comité de gestion aussi de prendre bien soin de ce forage, parce qu'on sait que la demande est très forte sur toute l'étendue. Si eux, ils ont la chance d'avoir ce forage, c'est d'en prendre soin et d'appeler d'autres Maliens à imiter le président de la transition dans la solidarité. Ces œuvres sociales du président de la transition, souligne le conseiller spécial d'Amédée, se poursuivront pour assurer une large couverture du territoire national, ce qui permettra à un plus grand nombre de concitoyens qui en expriment les besoins d'y avoir accès. Devoir de conscience, partout où le conseiller spécial est passé, il a rendu hommage aux femmes qui se battent sans répit pour la défense de la patrie. Je vous l'annonçais dans les titres, le monde célèbre ce 4 avril la journée internationale de sensibilisation aux mines et d'assistance à la lutte anti-mines. Le but, attirer l'attention de la population sur les dangers des mines et des munitions non explosées. Au Mali, en 2024, plus d'une centaine de populations civiles ont perdu la vie suite à l'explosion des mines et autres munitions. Une journée porte ouverte a été organisée ce matin au secrétariat permanent de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre. Le reportage de Boubacar Bablin Touré. Tout comme les armes, les engins explosifs improvisés sont de nos jours une véritable menace pour les populations civiles dans le monde. Au Mali, rien qu'en 2024, il a été enregistré 333 incidents qui ont coûté la vie à plus d'une centaine de personnes. En 2025, déjà, 43 incidents
ayant fait 17 victimes ont été enregistrées. Des chiffres qui prouvent à suffisance la nécessité d'accroître non seulement la sensibilisation des populations, mais aussi une réflexion approfondie sur la question. C'est bien ce qui justifie la célébration par notre pays à travers le secrétariat permanent de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre de la journée internationale dédiée à la lutte anti-mine. Les bombes et les restes d'explosifs de guerre ont deux caractéristiques qui font d'elles les armes les plus dangereuses au monde. Premièrement, elles sont aveugles. À ce titre, elles n'ont pas d'objectif comme les autres armes pour viser sa cible. Elles tuent aussi bien un enfant qu'un soldat, aussi bien qu'un être humain qu'un animal. Deuxièmement, elles restent silencieuses pendant des années, voire des décennies. Mais lorsqu'elles sont heurtées, elles libèrent leur potentiel de destruction jusqu'à la mise en veille. Plus de 100 millions de personnes dans le monde vivent sous la menace des mines terrestres, des restes explosifs de guerre et des engins explosifs improvisés. Ces engins meurtriers jonchent les communautés rurales et urbaines, tuent sans distinction des civils et entravent les efforts vitaux en matière d'aide humanitaire et de développement. Comme thème retenu cette année, agir maintenant pour un avenir sûr. Il faut une journée de cette nature pour amener les uns et les autres à savoir qu'est-ce que c'est que la mine elle-même, comment se raviser, qu'à tel lieu il faut faire très attention. Et les signes ont été donnés. Au niveau du génie militaire, vous avez vu, tout était par là. On est tenté par l'argent. Un billet de 5 000 francs, vous le prenez seulement et bonjour aux dégâts. La visite des stands où sont exposés des types d'engins, suivis d'un exposé, ont constitué les faits marquants de la célébration de la journée dédiée à la lutte anti-mine, édition 2025. Bamako abrite depuis hier le Forum national sur la cybersécurité des ONG. L'objectif est d'amener les ONG à percevoir l'importance de la cybersécurité dans leur activité quotidienne. L'activité est une initiative de la Fédération internationale de SOS Village d'enfants. Elle est financée par NetHop, une ONG mondiale. Le reportage de Djema Moussa Konati. Au cours de ce forum, ce sont 5 panels qui seront animés par les experts de différents pays. Le premier, qui porte sur les cyberattaques fréquentes au sein des ONG, a été animé par le Marocain Youssef Djeloul, conseiller TIC à SOS Village d'enfants international. Selon lui, l'attaque réseau, le déphasage des sites web, le rançon logiciel sont entre autres cyberattaques dont les ONG sont victimes. La nature privée et sensible des données que nous manipulons nous expose à des risques de cybercriminalité énormes. Il est de bon fond que nous prenions des mesures immédiates pour renforcer notre sécurité à travers la sensibilisation, les formations, les forums d'information. Malgré les efforts consentis par le gouvernement pour la protection du cyberespace, certaines difficultés demeurent. Avec la modernisation des outils informatiques et tout ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde, nous sommes en danger parce que nous travaillons avec beaucoup de données personnelles et nous avons constaté que des attaques peuvent survenir, qui peuvent mettre à mal notre travail. SOS Village d'enfants travaille avec beaucoup d'enfants, vous savez, et les données circulent. Donc il faudrait savoir comment s'outiller pour que nos données soient protégées. Je donne l'assurance que la sécurisation du cyberespace malien fait partie des priorités du gouvernement et va en droite ligne de la politique de sécurisation voulue et promue par le président de la transition. Une minute de silence a été observée en la mémoire de Djikine Atumagaku, qui était aussi engagé pour la cause des enfants en situation difficile. Le ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration envisage d'élaborer un texte réglementaire qui régit le domaine des technologies financières dans notre pays. Le département est soutenu par le projet FOCABIN, trouvant une solution. La démarche vise à donner l'opportunité aux acteurs des médias d'être autonomes financièrement, ce qui permet de contribuer à améliorer l'accès de la population aux informations. Un premier travail de réflexion et d'échange vient d'avoir lieu. Le point avec Aridjou Matina.
Le ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration mène la réflexion avec les acteurs des médias pour doter notre secteur médiatique de textes régissant la technologie financière. De nos jours, le rôle que jouent les outils numériques dans la croissance économique est important. Il convient ainsi de mettre à la disposition des usagers du numérique un texte réglementaire leur permettant d'être autonomes financièrement. Il convient de mener des réflexions pour élaborer des tests réglementaires permettant de prendre en charge les technologies financières en vue de contribuer notamment au renforcement de la cohésion sociale. Aussi, il convient de noter que l'élaboration des tests législatifs réglementaires dans ce domaine est d'autant plus opportune et pertinente qu'elle permet de faire des propositions utiles allant dans le sens d'une contribution du secteur à la définition d'une politique nationale en matière de l'économie numérique. C'est dans ce cadre et conformément au constat de l'absence de tests régissant le FinTech que le département en charge de l'économie numérique a décidé de lancer le processus d'élaboration des 10 tests qui regroupera l'ensemble des acteurs concernés. Déjà engagé dans l'élaboration des textes stratégiques relatifs à la technologie finance, le projet FOCABEN, Trouvons une solution, accompagne la démarche du département en charge de la communication. L'élaboration de ces textes permet non seulement à impliquer divers acteurs pour pouvoir promouvoir la cohésion sociale dans les pays, mais également permettre de contrer des pratiques qui donnent des opportunités à la propagation des fausses informations, surtout dans les pays qui portent atteinte un peu à la stabilité. L'objectif est non seulement d'améliorer l'accès des populations à des informations saines, mais également de contribuer à l'amélioration de l'autonomie financière et l'indépendance des journalistes, des influenceurs, des blogueurs et des web activistes. L'élaboration du texte réglementaire permettra d'une part pour les acteurs du monde de la communication de vendre en ligne leur production et d'autre part mettre en place un système électronique qui permet de rentabiliser et de rendre plus efficaces les différentes informations. Un mot de santé. La cellule sectorielle de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et les hépatites virales était face à la presse ce matin. Il s'agissait pour les responsables de la cellule de faire le point de la situation actuelle de la tuberculose au Mali. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre la tuberculose, célébrée chaque année le 24 mars. Le reportage de Sokona Kamisoko. Selon les statistiques de la cellule sectorielle de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et les hépatites virales, le Mali a enregistré 8632 cas de tuberculose au niveau national en 2024, contre 8266 cas en 2023. S'agissant des cas de décès, on dénombre 491 cas en 2024 contre 499 en 2023, soit une légère diminution. Au regard de cette prévalence, le Mali a adopté des stratégies innovantes de lutte. Au Mali, il existe aujourd'hui 110 centres de diagnostic et de traitement de la tuberculose. Ce sont les CESCOM, ce sont les CCRF, ce sont les hôpitaux. Ils vont recevoir les cas suspects, les diagnostiquer, les dépister, les mettre sous traitement, les suivre, les accompagner jusqu'à guérison. Que ce soit les diagnostics ou les médicaments pour traiter, c'est gratuit. Aujourd'hui, nous sommes à 37 cas pour 100 000 habitants. Et l'objectif, c'est d'être au moins autour de 50 cas pour 100 000 habitants. Donc, le gap n'est pas aussi énorme. Donc, voilà un peu les défis qui nous interpellent. Maintenant, il y a des moyens diagnostiques qui nous permettent très rapidement de diagnostiquer et mettre les traitements en route. Maladie infectieuse très contagieuse constituant la deuxième cause de décès au Mali. La tuberculose demeure un défi majeur pour les autorités sanitaires. En 2024, on est arrivé à faire diagnostiquer 8632 cas de tuberculose et parmi ceux-ci, 84 ont été guéris. Il y a eu certes des décès qui sont tristes et nous prions pour le repos de leur âme et nous demandons l'engagement de tout un chacun pour qu'on puisse mettre fin à cette tuberculose d'ici 2035. Les défis en matière de lutte contre la tuberculose sont immenses et reconnaissent les autorités et leurs partenaires. Toutefois, l'espoir demeure permis quant à l'élimination de la maladie d'ici 2030. Voilà qui justifie le thème de cette année, oui,
nous pouvons mettre fin à la tuberculose, s'engager, s'investir et agir. Amateurs du thé, à vos marques. La deuxième édition du Festival du thé vert a ouvert ses portes ce vendredi au Musée national de Bamako. Les amateurs de thé et autres passionnés se donnent rendez-vous jusqu'au 6 avril pour mettre à l'honneur et en valeur le thé sous toute sa splendeur. Le lancement a réuni les producteurs, les artisans, les organisateurs et amateurs autour d'un même breuvage, le thé vert. Je vous donne un avant-goût à travers ce reportage de Maïmouna Guindo et de Oumar Koni. Au cœur du Musée national de Bamako, la deuxième édition du Festival du thé bat son plein. Des tasses fumantes passent de main en main avec leur arôme envoûtant qui flotte dans l'air. Et chaque gorgée raconte une histoire, un voyage, une tradition. Ici, le thé vert n'est pas qu'une boisson, c'est un art, une culture, un moment de partage. En plaçant cette édition sous le thème « Célébration de la paix, de l'unité et de la culture », nous faisons écho à la vision du chef de l'État, son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, qui nous a toujours affirmé que la paix et la stabilité sont les piliers de l'émergence du Mali. Le thé constitue de nos jours la deuxième boisson la plus consommée au monde après l'eau, avec environ 36 000 tasses par seconde. Au Mali, il est entré dans nos traditions alimentaires et dans nos éléments culturels et sociaux. C'est ce que nous avons compris au ministère de l'Industrie et du Commerce, raison pour laquelle nous avons décidé d'accompagner ce festival de thé et, d'une manière générale, de soutenir le développement du secteur thé au Mali. Après le succès de la première édition, le Festival du thé vert revient cette année avec une programmation encore plus riche. On aura des artistes qui vont venir de l'extérieur, on aura le ruisseau d'Achoura. C'est un projet qu'on a créé, un cadeau qu'on a offert à notre sponsor officiel. C'est comme, je dirais pas tout, mais en tout cas, c'est comme une piscine où il y aura du sable blanc. En fait, dès que vous rentrez, c'est comme si c'était le désert. Donc, je vais m'arrêter là pour ça. Ensuite, on aura des artistes durant les soirées. Il y a Kader Terhani qui est venu. On a aussi un artiste phare qui arrive du Sénégal. Je vais taire le nom. En tout cas, il arrive. Et on a aussi nos artistes maliens qui seront là, nos humoristes. Les exposants, venus de plusieurs horizons, voient dans ces festivals une opportunité de faire découvrir leurs produits. C'est une très bonne initiative. L'an passé, on a participé, ça a été une réussite. Donc cette année aussi, on a décidé de participer. Et vu la masse, une visibilité pour nous en question. Organiser un tel événement, ça a un sens. Et aussi le thé, comme ils ont dit, ça réunit. Et je pense que c'est des espaces où les grains se retrouvent aussi pour prendre du thé. Et c'est des espaces où il faut pouvoir profiter pour véhiculer des bons messages de paix, de cohésion sociale, de vivre ensemble dont le Mali a vraiment besoin aujourd'hui. 3 jours entre parfums du thé vert avec le savoir-faire des faiseurs de thé pour rendre accessible le produit afin de le valoriser. Au bonheur des Maïgas, cousinage à plaisanterie oblige. À mettre donc dans vos programmes. En 3e région, élan de solidarité en faveur des victimes des inondations de l'année dernière, le conseil régional de Sikasso a offert 60 tonnes de riz d'une valeur de 34 millions de francs CFA. La cérémonie a enregistré la présence des autorités politiques et administratives des régions de Bougouni, Koutchala et Sikasso. De Sikasso, les précisions de Mariam Touré et de Taïrou Konati. Estimé à 34 millions de francs CFA, ces dons du Conseil régional de Sikasso, essentiellement composé de riz, est la manifestation de la solidarité de la collectivité région en faveur des populations sinistrées de l'année dernière suite aux inondations. En 2024, les régions de Sikasso, Bougouni et Koutchala ont connu chacune des cas d'inondation avec des dégâts importants dans certaines localités. En réponse aux différentes sollicitations des maires et des responsables locaux, le Conseil régional de Sikasso, avec l'appui financier et technique de la coopération suisse, a mobilisé des ressources pour venir aux aides aux populations concernées. Financé avec l'appui de la coopération suisse, ces 60 tonnes de riz seront réparties équitablement entre 3 pôles de l'ancienne région de Sikasso, à savoir Bougouni, Koutchala et Sikasso. 1000 fois merci au Conseil régional et à ses partenaires qui ont accepté de nous accompagner dans la difficile situation que nous avons vécue la campagne agricole dernière. Et prions Dieu que la campagne agricole à venir, qui est moins de sinistrés. Nous demandons aux maires et à la population sinistrée
que ces dons arrivent aux bénéficiaires ciblés en amont par les services techniques. Donc, il faut un changement de comportement. Les causes de cet événement qui est le changement climatique, bien sûr, il y a des causes naturelles, les catastrophes naturelles, mais bien sûr, il y a également le comportement humain. Rappelons que la collectivité région de Sikasso n'est pas à sa première initiative à la matière. Il y a une semaine, les veuves de militaires et civils ont reçu des vivres en ce mois de Ramadan. À présent, le contenu de ce communiqué face au nombreux défis que traverse notre pays et dans un esprit d'unité nationale, le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes appelle l'ensemble des confessions religieuses, des guides spirituels ainsi que tous les citoyens à prier pour la paix, la quiétude et la cohésion sociale au Mali. Conformément à nos valeurs de fraternité et de solidarité, j'invite les fidèles dans les mosquées, les églises et autres lieux de culte à organiser des prières et des invocations spéciales en faveur de la réconciliation nationale et du vivre ensemble. De la culture à travers une immersion au Musée national pour contempler les œuvres de l'artiste Tidjani Ndongo. L'exposition s'intitule Ninengali Ani Djate, qui veut dire en français questionnement et calcul. Le reportage de Moussa Kamara. Ninengali Ani Djate est le nom de cette exposition essentiellement basée sur le Bogolan, fruit de plusieurs années de travail abattu par l'artiste Tidjani Ndongo. Il s'appuie sur les signes arithmétiques tirés de la cosmogonie bamana pour réaliser ses œuvres. Au total, plus d'une quarantaine d'œuvres sont exposées dans la grande salle d'exposition du Musée national. Le Bogolan, c'est l'un des textiles les plus connus de l'Afrique. Pour réaliser les œuvres, j'ai réfléchi. Je me suis basé sur les symboles du Bogolan et quelques idéogrammes. Il y a 266 signes. C'est-à-dire, ça veut dire que c'est l'équivalent de 266 alphabets. Et on nous dit qu'il n'y a pas d'écriture chez nous. Pourtant, avec 266 signes, tu peux écrire tout ce que tu veux dans la vie. L'exposition a été rendue possible grâce à une synergie d'action entre l'artiste et la direction du Musée national du Mali. Cette exposition, c'est un peu pour présenter une des facettes de notre patrimoine culturel, qui est le Bogolan. À travers le Bogolan, on peut exprimer beaucoup de choses. On peut exprimer des pensées, on peut exprimer des réflexions et aussi proposer des solutions. Les œuvres de l'artiste Tidjani Ndongo entraînent le public dans un univers pédagogique et philosophique. C'est vraiment traditionnel et très profond aussi, ce qu'il explique. Il était en train d'expliquer, par exemple, le Shegi avec les numéros, Kasegianka. De le refaire et le 8, on connaît, c'est aussi comme un peu pour l'infinité, donc c'est très beau, c'est très profond. À travers la thématique de l'exposition Ninengali Ani Djate, questionnement et calcul, l'artiste Ndongo cherche à démontrer l'importance du Bogolan. Une idée originale saluée par le département en charge de la culture. Tout en restant attaché à la technique traditionnelle à base d'argile, les plantes et les racines, Tidjani a su développer son propre style qu'il nomme Dogodoni ou labyrinthe. Le public du Musée national pourra voir les œuvres de l'artiste plasticien Tidjani Ndongo jusqu'à la fin du mois d'avril. Les sacrifices du 40e jour du décès du cinéaste Souleymane Cissé se sont déroulés ce vendredi. L'événement a enregistré la présence du ministre en charge de la culture et de son homologue du Burkina Faso. Le ministre burkinabé conduit une forte délégation composée d'hommes de cinéma et des responsables du FESPACO. C'est pour exprimer leur compassion aux autorités du Mali et à la famille du disparu. Les précisions de Batraoré. 40 jours après le décès du cinéaste malien Souleymane Cissé, c'est l'émotion à Nyarela. Cette disparition, qui est intervenue à 72 heures de l'ouverture du FESPACO, a été durement ressentie au Burkina Faso. C'est à juste titre que le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme de ce pays se rend à Bamako. Nous avons été dépêchés par le chef de l'État et son Excellence, Monsieur le Premier ministre également, pour traduire toute notre compassion à l'endroit de la famille de Souleymane Cissé. Souleymane Cissé nous a quittés à 72 heures de l'ouverture de la 29e édition du FESPACO. Nous avions déjà tout apprêté pour l'accueillir
puisqu'il est le président du jury officiel de cette 29e édition du FESPACO. C'est malheureusement à ce moment qu'il a décidé de nous quitter, au moment bien sûr où nous nous attendions le moins. Mais 40 jours après, il était de bon ton que nous revenions nous-mêmes à la tête de cette importante délégation pour une fois de plus montrer toute l'estime, toute la considération que nous avons pour cet homme, cette personnalité qui a formé tant et tant de générations de cinéastes, qui est donc une icône pour l'Afrique et pour le reste du monde. Le gouvernement du Mali et la famille de l'illustre disparu mesurent toute la portée du geste du pays frère. Nous avons été honorés de recevoir cette grande délégation qui montre encore une fois la grandeur du peuple burkinabé, de nos frères burkinabés, mais surtout leur compassion pour le cinéma, pour l'homme Souleymane Cissé. Et depuis les premières heures du départ, du rappel à Dieu de notre frère Souleymane Cissé, le gouvernement burkinabé a dépêché les émissaires qui sont même venus par route pour coïncider à l'enterrement. Et là, le 41e jour des Douaou, qui décide de venir en grande délégation à la tête avec le ministre, est une marque de fraternité et de sympathie, de communion avec le peuple malien. C'est la deuxième délégation burkinabé qui arrive à Bamako. Ce n'est pas du tout étonnant, ça ne nous a pas surpris. On remercie toute la délégation, on remercie tout le personnel du FESPACO, on remercie le ministre et tous ceux qui l'ont accompagné ici. Et je leur souhaite un bon retour à Ouagadougou. Les deux ministres et leur délégation se sont inclinés devant la tombe de l'illustre disparu avant de signer le livre de condoléances pour immortaliser Souleymane Cissé, ce cinéaste qui a remporté par 2 fois l'étalon du Ilinga, la plus haute distinction du FESPACO. Puisse son âme reposer éternellement en paix. La délégation nigérienne devant participer au Grand Prix cyclisme ORTM est arrivée cet après-midi à Bamako. Conduite par le directeur technique national de la Fédération nigérienne du cyclisme, Amadou Issoufou, la délégation nigérienne est composée de 8 personnes, dont 6 coureurs et 2 encadreurs. Le reportage de Mohamed Namankeita. Arrivé à Bamako cet après-midi par vol, l'équipe des cyclistes nigériens ne vient pas en simple visite en terre AES du Mali. Le patron de la délégation, Amadou Issoufou, qui a fait le choix de la jeunesse pour ses premiers grands prix cyclistes au RTM, ne doute point de la qualité de ces jeunes coureurs pour honorer le drapeau du Niger à cette compétition. Comme toute équipe qui viendra ici, c'est vrai, on est dans l'espace AES, mais je pense que toute équipe qui va faire le déplacement, c'est pas pour venir regarder, c'est pour venir gagner. On est venu avec ce même esprit de vouloir gagner et retourner au moins avec le cercle et honorer aussi le pays. Faire la visibilité de l'équipe cycliste du Niger. Dans la vie, il faut donner la chance à certains jeunes pour qu'ils puissent découvrir ce qu'est une compétition. On a amené des jeunes pour qu'ils puissent voir. Si vous regardez l'équipe nigérienne, le plus âgé doit avoir 24-25 ans. Donc les plus jeunes, 17 ans. Pour qu'ils puissent se jauger avec certains grands et sortir avec beaucoup plus d'expérience lors de ces compétitions. Si la plupart des coureurs nigériens découvrent pour leur première fois une grande compétition de cyclisme, la jeunesse est un atout qu'ils entendent exploiter à fond pour tenir la concurrence. Comparé aux autres coureurs des anciens, nous on est des jeunes, donc la jeunesse est mieux que les vieux. Donc seulement des compétitions, sinon pour la préparation, on s'est bien préparé. J'espère qu'on va donner le meilleur de nous-mêmes au finish d'être sur le podium. L'équipe du Burkina Faso qui arrive par la route était attendue à 19h. Le coup d'envoi symbolique de ce Grand Prix cycliste sera donné devant l'ORTM ce dimanche pour un départ proprement dit sur le boulevard de l'Indépendance. Les coureurs rivaliseront sur une distance de 130 km sur circuit fermé. Et je vous signale que la délégation burkinabé est arrivée à Bamako sain et sauf en début de soirée. La compétition regroupera une centaine de coureurs venus du Burkina Faso, du Niger et du Mali.
Cette initiative de l'ERTM et de la Fédération malienne de cyclisme, placée sous le haut patronage du président de la transition, sera accompagnée par 2 entreprises. Il s'agit de Toguna Motors et de Da Transit. Leur motivation est de soutenir la jeunesse et surtout promouvoir l'intégration sous-régionale. Je vous propose d'écouter respectivement Mamadou Ndiaye, représentant de Toguna Motors, et Youssouf Konaté, le patron de Da Transit. Ils sont au micro de Kodi Sibi. Nous sommes fiers de participer à cet événement en tant que partenaire, en tant que sponsor de ce tour cycliste de l'ERTM, occasion durant laquelle nous voulons soutenir le sport en promouvant des valeurs autour du cyclisme qui sont l'esprit d'équipe, qui sont la solidarité, la persévérance et également encourager un mode de vie sain. Donc des valeurs que nous partageons en tant qu'entreprise citoyenne et nous valorisons auprès de la communauté. Alors quel appel vous avez à lancer justement au public sportif ? Alors de les appeler à sortir massivement, soutenir cet événement qui sera un événement grandiose. Nous avons bien voulu apporter notre pierre à l'édifice et pour la réussite de cet événement et également espérons que nous allons participer à quelque chose d'extraordinaire avec la participation de coureurs d'autres pays en plus donc de sortir, de soutenir vraiment cet événement et d'encourager les participants. Dans le cadre de l'AIS, je pense que ça, c'est des volets, c'est des orientations qui ont été données par les plus hautes autorités. C'est pour cela qu'en l'ORTM, nous en avons fait part et ça a été vraiment un coup de souffle pour nous parce que nous savons à travers ce message, il y a une grande partie de la jeunesse qui prendra part à l'entrepreneuriat sportif qui peut être un grand atout pour le développement aussi. Alors, quel appel vous avez à lancer justement au public sportif? Nous ne pouvons que demander humblement à tout le peuple malien, sinon à toute personne qui se retrouve dans l'AIS, de se joindre à cette activité qui a un signe pour montrer la cohésion et le vivre en commun dans l'espace AIS. Nous attendons déjà que nous avons vu les grandes organisations qui se passent à l'échelle internationale. Nous avons su comment ils ont pu débuter au fait. Donc nous pensons que pour l'intégration et la promotion même de l'AIS, tout le monde doit s'intéresser à cette première activité qui est une activité commune que nous sommes en train de faire entre les 3 pays. Et à retrouver ce soir dans nos programmes, la rubrique Démêler le vrai du faux, une rubrique qui permet de donner la bonne information sur l'actualité des FAMA et d'autres informations utiles. Par exemple, une information a circulé sur la toile faisant cas de la destruction d'un pick-up civil par un drone des FAMA. Je vous propose de suivre un extrait. Lors de nos investigations, nous avons découvert une fausse page Facebook prétendant être la banque malienne de solidarité BMS SA. L'auteur de cette page malveillante a pour objectif de soutirer de l'argent aux internautes. La BMS possède une seule page officielle Facebook, véritable canal de communication de la banque sur cette plateforme. Cette fausse page prétendant représenter la Banque malienne de solidarité BMS SA est bel et bien du fake. Alors faites attention quand vous utilisez les réseaux sociaux et que vous tombez sur cette page prétendant représenter la BMS qui est du pur fake. Une vidéo de 2021 au Burkina Faso circule sur les réseaux sociaux, présentée à tort comme un déplacement de population de Djenné au Mali. Déjà diffusée sur un média togolais, à l'époque, elle n'a aucun lien avec le Mali. Cette information prétendant que la population de Djenné s'est déplacée sur les réseaux sociaux est bel et bien du fake. Ce n'est pas vrai, cette image a déjà été utilisée par un média togolais. Et voilà, à suivre l'intégralité juste après cette édition. Le monde de la culture de nouveau frappé par la faucheuse. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a appris avec consternation la disparition subite de l'artiste Amadou Barayogo ce vendredi 4 avril 2025. Membre du célèbre couple aveugle du Mali et formant un duo avec son épouse Mariam Doumbia, Amadou Barayogo est un non-voyant qui a marqué la scène musicale malienne et internationale, remportant divers trophées.
Son décès s'annonce ainsi au moment où le Mali célèbre 2025 comme l'année de la culture. En cette douloureuse circonstance, le ministre Mahmoud Daffé présente au nom du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, le Premier ministre, chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, les condoléances émues du peuple malien à sa famille durement éprouvée et au monde de la culture. Et c'est la fin de cette édition. Vous retrouverez le parcours complet de l'artiste dans nos prochaines éditions. Pensée spéciale à nos femmes. Bonsoir.